a autrefois pu abriter une vie microscopique. De nouvelles données sur des planètes semblables à la Terre. Depuis son lancement en 2009, le télescope spatial Kepler a découvert de nombreuses exoplanètes en orbite autour d'étoiles lointaines. Certaines d'entre elles ont une masse, une composition et des orbites semblables à celles de la Terre. La NASA prévoit de lancer une nouvelle génération de télescopes dans les années 2040. Ils nous aideront à trouver de véritables sosies de notre planète et même à prendre des photos de leur surface. Le retour de la comète de Halley. Il faudra attendre encore 41 ans avant de voir à nouveau la comète la plus célèbre. La comète de Halley nous rend visite comme tous les 75 ans. Certaines personnes réussiront donc à la voir 2 fois dans leur vie. La plus longue éclipse solaire. Dans 166 ans, je serai encore là, c'est sûr, le soleil s'obscurcira pendant 7 minutes et 29 secondes. C'est assez proche du maximum prévu. Ce sera aussi l'éclipse la plus longue que la civilisation humaine aura vue en 10 000 ans. L'arrivée de l'astéroïde le plus célèbre. 1950, DA était autrefois fortement suspecté, parmi les objets géocroiseurs que nous connaissons, de pouvoir un jour frapper notre planète. Heureusement, on a estimé par la suite que la probabilité qu'il le fasse était en fait inférieure à 0,1%. Il passera très probablement non loin de nous le 16 mars 2880. Note cette date dans ton calendrier. Et cela nous apportera la conviction que nous sommes en sécurité pour un moment. Cet astéroïde fait plus d'1 kilomètre de diamètre, ce qui est suffisant pour anéantir toute forme de vie sur Terre. Une nouvelle étoile polaire? La Terre tourne comme une toupie. Observe bien l'un de ses jouets et tu remarqueras que sa pointe dessine des cercles dans l'air. L'axe de la Terre, une ligne imaginaire qui passe par les pôles, fait un tour complet une fois tous les 26 000 ans. Il s'oriente vers différentes étoiles en cours de route et notre étoile polaire change en conséquence. En l'an 3000, Gamma Cephei partagera le titre d'étoile du Nord avec Alpha Ursae Minoris car l'axe de la Terre sera orienté à mi-chemin entre ces deux astres. Une première supernova proche de la Terre. Antares est la 15e étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. C'est aussi une supergéante rouge en fin de vie, 12 fois plus grosse que le Soleil. Les étoiles aussi massives vieillissent jusqu'à s'effondrer sur elles-mêmes, produisant d'énormes supernovas. Pour Antares, cela se produira dans seulement 10 000 ans, ce qui n'est rien pour une étoile de 12 millions d'années. L'explosion qui en résultera sera trop lointaine pour affecter la vie sur notre planète de manière négative. Mais le spectacle sera visible d'ici, même en plein jour. Message à l'univers transmis. Arecibo est le nom d'un message codé décrivant l'humanité, la vie sur Terre et l'avancement de nos connaissances scientifiques. Il a été diffusé depuis le radiotélescope d'Arecibo et vise le centre de l'amas M13 situé à 25 000 années-lumière de notre planète. Dans 25 000 ans, il atteindra enfin sa destination. La nouvelle étoile la plus proche. Dans environ 36 000 ans, l'étoile Ross 248 sera l'étoile la plus proche de notre système solaire. Elle se trouvera à seulement 3 années-lumière de nous et détrônera Proxima Centauri qui se trouve à un peu plus de 4 années-lumière. Ross 248 restera l'étoile la plus proche pendant environ 9 000 ans, puis elle s'éloignera à nouveau. Mais alors, le quartier ne t'a pas plu? Le premier objet interstellaire fabriqué par l'homme. Dans 40 000 ans, Voyageur 1 atteindra un point situé à 1,5 années-lumière de l'étoile Gliese 445. Cette sonde est entrée avec succès dans l'espace interstellaire en 2013. Malheureusement, ces systèmes tomberont en panne en 2025 ou peu après. Voyageur 1 porte aussi un message, un enregistrement sonore du mot bonjour en 55 langues, de la musique classique et du rock'n'roll, ainsi que des sons de notre chère faune terrienne. Saturne mise à nu. Dans 100 000 ans, Saturne perdra ses magnifiques anneaux. Cela se produira peu à peu, sa gravité colossale attirera progressivement toutes les roches et les fragments de glace qui forment cette ceinture si célèbre. Ils finiront tous par tomber et seront écrasés et brûlés par l'atmosphère de la planète. Comme c'est dommage. Mais ce système d'anneaux se trouve au milieu de son cycle de vie. Nous sommes donc incroyablement chanceux d'avoir pu le voir dans toute sa splendeur. Une supernova vraiment effrayante. L'étoile WR104 explosera en une supernova dans 300 000 ans.
Cette étoile est située à 75 000 années-lumière de nous, et son explosion ne nous affectera pas du tout. Mais il y a une petite chance qu'elle produise aussi un sursaut de rayons gamma. Si ce flux d'énergie se trouve être dirigé droit vers nous, il aura un impact négatif sur la vie terrestre. Bonne nouvelle, les scientifiques disent que c'est très peu probable. Collision de lunes. Les lunes d'Uranus forment un système très instable. Certaines suivent des orbites qui se croisent. Uranus a déjà 2 anneaux de débris provenant des collisions passées de ses satellites naturels. Desdemone et Cressida vont s'écraser l'une contre l'autre au cours du prochain million d'années et produire de nouveaux anneaux. Une étoile beaucoup trop proche. L'étoile vagabonde Gliese 710 s'approche de notre système solaire et elle n'en sera qu'à 1 année-lumière d'ici 1,3 million d'années. Cela n'aura pas d'impact majeur sur les planètes, mais sa venue pourrait perturber le nuage de Oort, qui entoure notre système solaire et qui est plein de comètes. Depuis la Terre, l'étoile ressemblera aux planètes les plus brillantes de notre ciel actuel, et nous observerons un plus grand nombre de comètes. Une supernova dans notre voisinage. D'ici quelques millions d'années, l'étoile Spica, qui se trouve à seulement 240 années-lumière de nous, explosera en supernova. Les supernovas commencent à représenter un problème pour la vie si elles se trouvent 3 fois plus près que ça. Mais celle-ci brillera quand même dans notre ciel avec une luminosité comparable à celle de la pleine lune. Une capsule temporelle pour les générations futures. Le satellite Lageos 1 a été lancé en 1976 pour recueillir des informations sur la forme exacte de la Terre et le mouvement des plaques tectoniques. Mais il emportait aussi des informations sur notre civilisation à l'époque. Il rentrera dans notre atmosphère dans 8,4 millions d'années. Si l'humanité existe encore à ce moment-là, elle apprendra comment était la vie sur Terre de notre vivant. Enfin, pour ceux qui vivaient dans les années 70. Des anneaux pour Mars. La lune de Mars, Phobos, est en orbite très près de la surface de sa planète mère et elle s'en rapproche de 60 cm par siècle. Dans 50 millions d'années, elle entrera en collision avec Mars, ce qui entraînera la mise en orbite d'une immense quantité de débris qui formeront un système d'anneaux autour de la planète rouge. Comme j'ai hâte de voir ça. Les jours sur Terre vont s'allonger. Vraiment ? Il y a 1,4 milliard d'années, la Lune était beaucoup plus proche de notre planète. Elle la faisait tourner plus vite, donc une journée ne durait que 18 heures. La Lune s'éloigne toujours plus de la Terre. Dans 180 millions d'années, nous gagnerons 1 heure supplémentaire. Dans un peu plus de 2 milliards d'années, une journée sur Terre durera 36 heures. Plus d'éclipses solaires. Dans 600 millions d'années, la Lune se sera trop éloignée de la Terre pour cacher le Soleil lors des éclipses. Celles-ci deviendront chose du passé. Le Soleil va devenir trop lumineux. D'ici 1 milliard d'années, le Soleil aura augmenté sa luminosité de 10%. Cela sera dévastateur pour les planètes du système solaire, et la vie sur Terre ne sera plus possible au-delà de ce point. Entre-temps, espérons que notre espèce aura trouvé un nouveau foyer planétaire. Le Soleil avalera les planètes intérieures. Dans 5 milliards d'années, le Soleil commencera à se transformer en géante rouge, devenant des centaines de fois plus gros qu'il ne l'est actuellement. Il gonflera tellement qu'il finira par engloutir Mercure, Vénus et peut-être la Terre. La nouvelle zone habitable pourrait alors se déplacer vers les orbites de Jupiter et de Saturne. Ce processus prendra un peu moins de 3 milliards d'années, et puis le Soleil atteindra sa taille maximale. Après ça, notre étoile se transformera en naine blanche. L'événement le plus spectaculaire de tous les temps. À peu près au même moment, la galaxie qui se trouve être la plus proche de nous, Andromède, se rapprochera encore de la Voie lactée. Si nous pouvions l'observer à ce moment-là, nous la verrions prendre des proportions de plus en plus impressionnantes. Ensuite, les 2 galaxies commenceront à fusionner. De lumineuses étoiles bleues exploseront. De nouvelles constellations verront le jour. Les 2 galaxies spirales ne formeront plus qu'une seule galaxie elliptique géante. Et voilà, j'ai mis une alarme sur mon smartphone pour ne pas manquer tout ça. Rendez-moi service. Essayez d'imaginer la première fois que vous avez fait du camping. Peut-être y êtes-vous allé avec vos parents, peut-être était-ce à l'occasion d'une sortie scolaire avec vos camarades de classe. Quoi qu'il en soit, essayez d'imaginer, ou de vous souvenir, de ce que vous avez ressenti à la fin de la journée. Le soleil s'était couché, mais il restait de la lumière. Allongé, vous essayez de vous reposer. Quelle est la première chose que vous vous souvenez avoir vue dans le ciel ?
Si vous êtes comme moi, c'est probablement le nombre impressionnant d'étoiles qui scintillaient juste au-dessus de vous. Ces étoiles, dont la plupart sont visibles sans aucun dispositif sophistiqué, font partie de la Voie lactée. Croyez-le ou non, notre galaxie est presque aussi vieille que l'univers lui-même. Mais à part son âge, c'est aussi un endroit plutôt agréable. La Voie lactée est comme une pouponnière cosmique, où naissent sans arrêt de nouvelles étoiles. Et sachez qu'il s'y trouve donc des objets extrêmement fascinants. Tout au moins d'après les photos. Prenez la montagne mystique, une région de la nébuleuse de la Carène. Tout y est toujours débordant d'énergie, en cause. Des colonnes de gaz qui s'effondrent et s'éparpillent dans toutes les directions comme des acrobates de cirque. C'est typique des étoiles en train de naître. Et si vous jetez un œil à cette image impressionnante, vous verrez un merveilleux spectacle coloré. Le bleu représente l'oxygène, le vert l'hydrogène et l'azote, et le rouge représente le soufre. Prêt pour la prochaine étape de notre voyage dans la Voie lactée ? Regardez ces énormes nuages torsadés de poussière et de gaz interstellaires au beau milieu de M16, également connue sous le nom de nébuleuse de l'Aigle. Nous avons ici les superbes piliers de la création, qui sont d'imposantes colonnes qui veillent sur les très jeunes étoiles. Je sais que ce n'est pas la première fois que le télescope Hubble nous offre cette magnifique vue, mais croyez-moi, c'est l'image la plus détaillée qu'on ait jamais reçue. Une lumière ultraviolette provenant d'une multitude d'étoiles nouvelles, situées juste en dehors du cadre, bombarde constamment les piliers. Ces superstars stellaires sont en fait à l'origine de l'usure progressive des tours de poussière et de gaz. Et préparez-vous à être impressionnés. Ces piliers de la création s'étendent sur 4 à 5 années-lumière. Oui, ça a l'air immense, mais dans leur environnement, ce sont de jolies petites choses. La grande nébuleuse de l'Aigle s'étend sur 70 années-lumière. C'est un génial astronome suisse qui a repéré cette nébuleuse pour la première fois en 1745, et elle se trouve à environ 7000 années-lumière de notre humble petite Terre, dans la constellation du Serpent. Mais voici le plus étrange. Elle a beau paraître très productive, la Voie lactée forme de nouvelles étoiles assez rarement comparées à d'autres galaxies. Et les astronomes ont même remarqué que le rythme des naissances est en baisse. Ils sont très impatients de comprendre pourquoi. Mais avant d'examiner ce phénomène bizarre, voyons d'abord comment les étoiles naissent. Il est difficile pour nous de comprendre ces choses depuis la Terre. Ce que nous savons, nous l'avons appris en observant les étoiles de la Voie lactée. Les étoiles se forment dans ces froids nuages de gaz et de poussière qu'on appelle des nébuleuses. Ces zones sont assez courantes dans la plupart des galaxies. Les températures basses sont essentielles pour que l'hydrogène puisse se maintenir. En amassant du gaz, l'amas provoque un mouvement qui crée lui-même de l'énergie. Lorsque le gaz entre en collision avec l'amas déjà formé, toute cette énergie se transforme en chaleur. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que la température augmente considérablement, ce qui déclenche la naissance d'une étoile. La séquence principale est une période très importante dans la vie d'une étoile. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais pendant cette période, l'étoile produit à la fois de la chaleur et des radiations. Et à cause de ces radiations, une pression se crée autour de l'étoile. Et ça explique aussi la présence de toute cette lumière dans les galaxies. Maintenant, parlons de la taille des étoiles. Plus l'étoile est grande, plus vite elle consomme son carburant. Ces grosses étoiles sont les plus brillantes. Elles émettent une lumière très intense. Les étoiles de moindre masse vivent plus longtemps, même si elles ne sont pas aussi lumineuses. Il y a des étoiles de toutes les tailles dans les galaxies que nous pouvons observer d'ici. Certaines étoiles font 0,1% de la taille du Soleil, tandis que d'autres font 10 fois sa masse. Une fois qu'une étoile a consommé tout son carburant, c'est l'heure de son bouquet final. Elle commence alors à pâlir. Les étoiles de la même taille que le Soleil, ou plus petites, ne peuvent plus produire de radiation à ce stade. La gravité prend le dessus
et les transforme en des naines blanches. Pour les étoiles plus grandes, c'est un peu différent. Elles aussi s'effondrent, mais il y a beaucoup plus de matière en combustion, et la chaleur est immense. Cet effondrement crée un noyau plus dense. Lorsque tout l'intérieur de l'étoile est consommé, ses couches extérieures s'effondrent rapidement. Elles rebondissent sur le noyau à une vitesse proche de celle de la lumière. Cet événement porte le nom de supernova. La matière expulsée forme la base de futures étoiles, et un trou noir est créé. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la vie d'une étoile, penchons-nous un peu sur les générations. Les étoiles n'apparaissent-elles pas de manière régulière. Actuellement, l'univers fabrique 9 fois moins d'étoiles qu'il ne le faisait à sa grande époque, il y a environ 10 milliards d'années. Une étude nous a donné un aperçu de l'histoire de la formation des étoiles. Pour la conduire, 2 chercheurs se sont associés et ont recueilli tout un tas de données sur les galaxies. Ils ont classé ces galaxies en fonction de leur éloignement. Grâce à cette méthode, ils ont pu calculer les changements de luminosité des galaxies au cours de leur vie. Comme ce sont les étoiles qui émettent la majeure partie de la lumière d'une galaxie, ils ont pu découvrir, à l'aide de calculs sophistiqués, combien d'étoiles se formaient en un temps donné. D'après leurs conclusions, la formation d'étoiles était plutôt faible lorsque l'univers était jeune. Mais ensuite, les gaz ont commencé à s'assembler. Et boum, la production d'étoiles a explosé et a atteint son pic il y a 10 ou 11 milliards d'années. Après ça, cette production a fortement baissé. Dans l'univers observable d'aujourd'hui, elle a énormément diminué. Cela signifie qu'environ 50% des étoiles que nous voyons aujourd'hui sont nées dans les 5 milliards d'années qui ont suivi le Big Bang. Seul un quart d'entre elles se sont formées après ça. Alors, qu'est-ce qui a causé ce changement ? Eh bien, les scientifiques pensent que c'est dû au gaz froid dont les étoiles ont besoin lorsqu'elles naissent. Lorsque les galaxies se forment, le gaz se concentre vers l'intérieur et beaucoup d'étoiles naissent. Mais ensuite, le gaz est rapidement consommé et les étoiles s'endorment. Lors d'une supernova, tous ces gaz nécessaires à la formation de nouvelles étoiles sont projetés très loin. Et puis, ces gaz changent également de composition chimique. C'est ainsi que nous comprenons le déclin de la production d'étoiles que nous observons aujourd'hui. Les scientifiques ignorent pourquoi ces gaz ne sont plus utilisables. Les galaxies sont des objets complexes. Toutes sortes de forces entrent en jeu dans le maintien de leur équilibre. Par exemple, lorsqu'une supernova explose, les ondes de choc peuvent parfois provoquer des turbulences et une agrégation de gaz, ce qui cause la naissance de nouvelles étoiles. Mais si la supernova est trop puissante, elle peut expulser tout ce gaz hors de la galaxie. Et sans gaz, il y a peu de chances qu'une nouvelle étoile puisse se former. Alors, que nous réserve l'avenir ? Certains scientifiques se demandent ce qui se passerait si plus aucune étoile ne naissait. L'univers se remplirait peut-être tout simplement de trous noirs et d'étoiles en déclin. Les systèmes solaires deviendraient inhospitaliers à mesure que leurs étoiles faibliraient et ces trous noirs dévoreraient tout ce qui se trouve autour d'eux. Aussi triste que cela puisse paraître, cela reste une idée étonnante. Heureusement, nous n'avons pas à nous inquiéter de cela pour l'instant. L'univers est vieux de 13,7 milliards d'années. Et cette période de déclin n'est pas prévue avant très longtemps. Et puis, ce n'est qu'une hypothèse du déclin de la production des étoiles. Qui sait quelles autres possibilités l'univers nous réserve ? Supposons que l'humanité soit confrontée à une énorme menace venue de l'espace. Une pieuvre géante arrive dans notre système solaire et mange Vénus, Mars, la Terre et toutes les autres planètes à l'exception de Saturne. Nous décidons donc d'aller nous installer sur cette planète aux anneaux gigantesques. Par chance, nous disposons déjà de la technologie nécessaire à un tel voyage. Nous embarquons dans nos vaisseaux géants et décollons vers Saturne. Vivre sur la planète elle-même est impossible, car elle n'a pas de sol à proprement parler. Nos vaisseaux ne pourraient pas y atterrir. Saturne est une boule de gaz géante 9 fois plus large que la Terre.
À titre de comparaison, visualise une pièce de 5 centimes à côté d'une balle de baseball. En outre, son atmosphère se compose essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Essayant d'atterrir, nous n'atteindrions jamais la terre ferme. Et plus nous nous enfoncerions, plus la pression augmenterait, nous réduisant finalement en miettes. Il ne nous resterait donc qu'une seule option, les fameux anneaux. Des particules de glace et de roches de différentes tailles qui tournent autour de la planète à une vitesse phénoménale. Il s'agissait à l'origine de comètes que la gravité de Saturne aura fait dévier de leur trajectoire avant de les broyer. En s'accumulant, ces fragments sont ensuite venus former les anneaux que tu connais si bien. Certaines de ces particules sont rapides, d'autres plus lentes. L'anneau D est le plus proche de la planète. Ensuite, il y a les anneaux C et B. Après ça, il y a un grand espace appelé division de Cassini. Les anneaux A, F, G et E se trouvent derrière. Cette classification nous permet de cartographier les anneaux. Nous en approchons donc, mais nous n'osons pas tout de suite y atterrir. Il faut d'abord y envoyer des robots à des fins d'analyse. Nous choisissons une zone à l'intérieur de l'anneau E. En fait, la distance entre les rochers est assez grande et notre navette peut facilement se frayer un chemin. Il y a de minuscules particules, d'énormes rochers de la taille d'une maison et des comètes de la taille d'une montagne. Un premier robot fonce jusqu'à un gros rocher, mais un caillou gros comme une balle de baseball le pulvérise. Un autre robot se fait écraser entre deux rochers. Une pluie de stalactites surprend notre troisième robot qui n'y survit pas. Dans nos vastes ateliers, nous pouvons construire d'autres robots. Nous utiliserons à présent des matériaux plus résistants. De nouvelles capsules atteignent un autre rocher. Des particules viennent s'abattre sur elles, mais sans faire de dégâts. Nous parvenons donc à établir une petite station où nous pouvons nous installer. Mais très vite, un gros morceau d'astéroïde détruit notre projet. Il semble que nous devions changer de stratégie. Nous scannons le voisinage de l'anneau E et calculons les trajectoires de ces milliards de pierres. Au milieu du chaos, nous découvrons quelques cailloux qui, selon nos calculs, devraient rester intacts suffisamment longtemps. Nous atterrissons sur ces gros rochers et commençons à nous y installer. Nous construisons des stations alimentées en électricité par de puissantes batteries. Saturne se trouve à une distance de 9,5 unités astronomiques du Soleil. Une unité correspond à la distance entre le Soleil et la Terre. Il fait donc assez froid sur Saturne. Voilà pourquoi elle est entourée de tant de glace. Comment obtenir l'énergie nécessaire pour la réchauffer? Nos grands vaisseaux n'y suffiront pas. Et des panneaux solaires seraient inefficaces. Nous sommes trop loin du Soleil. Nos scientifiques conçoivent donc un moyen de générer de l'énergie à partir de toutes ces particules. Comme avec un moulin, le vent entraîne ses ailes et le mouvement est converti en énergie. Nos ingénieurs construisent donc des panneaux afin de recueillir l'énergie des particules. Et leur vitesse ne ralentit jamais, car c'est la gravité de Saturne qui les fait tourner. Nous disposons donc d'une source d'énergie presque illimitée. Des plantes produisent de l'oxygène sur certaines stations grâce à la photosynthèse. Mais au lieu de la lumière du soleil, elles puisent leur énergie dans les ultraviolets. Ensuite, les gens remplissent de grands réservoirs qu'ils transportent jusqu'à leur domicile. Nous commençons à occuper les anneaux adjacents. Pas besoin d'utiliser beaucoup de carburant pour aller d'un endroit à un autre. Tu peux te poser sur un rocher, calculer sa trajectoire et attendre qu'il t'amène à l'endroit voulu. Ensuite, tu peux passer sur un autre rocher et ainsi de suite jusqu'à atteindre ta destination. De plus en plus de gens quittent leur vaisseau pour se rendre sur les anneaux. La vie s'améliore, mais certains souffrent de problèmes psychologiques. Ce mouvement constant dans le vide rend les gens un peu fous. Imagine-toi vivre sur un carrousel qui ne s'arrête jamais. Tu ne peux pas te rendre au supermarché quand tu veux, il faut attendre qu'il passe. On ne peut pas sortir se promener, même en combinaison spatiale, parce que tous ces cailloux volants sont dangereux. Et on ne peut pas faire de projet, car un morceau de glace peut nous tomber sur la tête à tout moment. Et les ordinateurs ne nous aident pas beaucoup. Ils ne peuvent pas calculer la trajectoire de tous ces corps spatiaux. Les rochers ont tendance à se fragmenter en des centaines de petits morceaux. De nouvelles comètes arrivent tout le temps et s'ajoutent aux anneaux. Tout cela nourrit un sentiment d'incertitude et d'anxiété. Et puis il fait sombre, froid et on se sent très seul dans ces anneaux.
Tu voulais construire une base sur un objet spatial? Ton meilleur ami a atterri sur un autre rocher distant de quelques kilomètres. Puis un morceau de glace a percuté son rocher, augmentant sa vitesse. Quelques jours plus tard, ton ami est déjà très loin. Et ça se produit en permanence. Le seul moyen de changer de vie est de s'installer sur l'une des lunes de Saturne. La planète en compte 83. On en a déjà identifié et nommé 63 et nous suspectons l'existence de 20 lunes de plus. Chacune est un monde unique. Certaines pourraient même être habitables. La meilleure candidate est Titan. Il y a peut-être de l'eau sur ce satellite et sa pression atmosphérique n'est qu'une fois et demie supérieure à celle de la Terre. Son atmosphère se compose d'azote et d'un peu de méthane, ce qui forme un smog de carbone dans ses couches supérieures. Pour cette raison, nous ne pouvons pas étudier cette lune depuis la Terre, mais Titan orbite loin des anneaux de Saturne. Cela signifie que l'on pourrait y mener une vie tranquille. Il y a aussi le satellite Phébé, couvert de cratères comme notre Lune. Ce corps céleste géant ressemble à une météorite. Les gens ont donc l'embarras du choix quant à l'endroit où commencer leur nouvelle vie. En quelques centaines d'années passées sur nos vaisseaux près de Saturne, nous en apprendrions beaucoup sur ces satellites. Alors pourquoi avoir essayé de vivre sur les anneaux? Pourquoi ne pas avoir tout simplement atterri sur l'une des lunes? Parce que cette vidéo serait moins amusante et beaucoup plus courte. Et si nous étions nés dans les anneaux de Saturne? Disons qu'une météorite massive contenant de l'eau gelée a été happée par la gravité de la planète. Dans la glace se trouvaient des formes de vie très simples. Et cette vie a commencé à évoluer. Imaginons que le gros rocher ait réussi à rester intact pendant des centaines de millions d'années. À un moment, les humains seraient apparus. Bien sûr, ils seraient très différents. Tout d'abord, la force gravitationnelle y est moindre. Ils seraient donc plus grands, mais moins forts. Leur peau serait pâle à cause du manque de lumière, mais très résistante en raison du froid. Les particules de glace et tout le sable volant dans l'espace rendraient leur peau dure et rugueuse. Vêtus d'une telle armure organique, sans pesanteur, ils sauteraient d'un rocher à l'autre à la recherche d'eau et de nourriture. D'ailleurs, ce serait là le principal problème. Comment les gens survivraient-ils sans oxygène dans le vide de l'espace? Où trouveraient-ils de quoi manger? Les anneaux de Saturne sont un endroit plutôt dangereux. Si même une forme de vie très simple ne peut y survivre, comment l'être humain le pourrait-il? Par conséquent, même en théorie, la présence d'animaux évolués y est impossible. Tu es dans ton vaisseau spatial galactique en route pour l'avant-poste 52 avec pour mission de livrer des fournitures pour la petite colonie qui s'y trouve quand des alarmes commencent à retentir. Tu consultes tes écrans, mais quelque chose attire ton attention avant que tu ne puisses comprendre ce qui se passe. Tu n'as pas besoin d'écran de visualisation car la partie avant de ton vaisseau est transparente, comme un miroir sans teint. Un colossal nuage orange et violet se dirige vers toi. Tu n'as pas le temps de l'analyser. Tu mets le vaisseau en piqué aussi verticalement que possible. Les alarmes s'affolent, mais tu es trop concentré pour te mettre à l'abri du danger. Le vaisseau tremble et tu penses qu'il va se briser. Mais il est rapide et puissant, et tu parviens tant bien que mal à te placer en dessous du nuage. Tu lèves les yeux et tu vois le gigantesque nuage de plasma passer au-dessus de toi. La curiosité t'a piqué et tu décides de le suivre. Tu programmes ton ordinateur de bord pour l'analyser. Les résultats te parviennent vite, mais tu as du mal à y croire. Ce nuage de plasma est un destructeur galactique. Lui et d'autres de ses congénères ont mis une fin prématurée à nombre de galaxies. Tu te souviens de tes études sur Terre, lorsque tu n'étais qu'un jeune pilote. Il y avait déjà eu des recherches au XXIe siècle sur la raison pour laquelle les galaxies cessaient mystérieusement de former de nouvelles étoiles, provoquant à terme leur déclin. Les étoiles se forment à partir d'épais nuages de gaz devenus extrêmement froids. Ils se condensent et, au fil du temps, s'effondrent en une matière solide et compacte. Il existe une célèbre photo prise par le télescope spatial Hubble. La plupart des gens l'ont vue. Elle s'appelle les piliers de la création. Il s'agit de la nébuleuse de l'Aigle, où des étoiles sont en train de se former. On appelle de tels environnements des pouponnières d'étoiles. C'est un concept plutôt mignon. Mais il y a un méchant qui rôde. Et tu le suis. C'est un vaste destructeur d'étoiles. Le destructeur se précipite et balaye le gaz de ces galaxies à une vitesse incroyable, empêchant ainsi les étoiles de se former. C'est comme un balai géant. Mais au lieu de nettoyer, il détruit, mettant fin prématurément aux nouvelles galaxies.
Maintenant que tu sais à quel point il est dangereux, il est préférable de rester un peu en retrait. Voyons si nous pouvons le voir en action à une distance sûre. C'est un mystère de longue date que de savoir pourquoi certaines galaxies ne donnent pas naissance à de nouvelles étoiles. Ce destructeur d'étoiles est malin. Il traîne autour des grands amas de galaxies, dont un en particulier, qui porte le nom d'amas de la Vierge. C'est celui que les scientifiques ont étudié. Il est tout proche, mesure 7 millions d'années-lumière de diamètre et contient des milliers de galaxies. Quand on dit proche, on parle tout de même d'environ 65 millions d'années-lumière de nous. Ce n'est donc pas vraiment ta petite promenade spatiale du dimanche, mais c'est relativement proche à l'échelle galactique. L'amas fonce dans le plasma surchauffé à des vitesses pouvant atteindre 1 million de km par heure. L'amas constitue la base du grand superamas de la Vierge, dont le groupe local où se situe notre Voie lactée fait partie. Sa proximité avec nous le rend plus facile à étudier pour les scientifiques. C'est aussi l'une des régions les plus extrêmes de l'univers que nous connaissons, en tout cas à ce jour. Qui sait ce qu'il y a d'autre là-bas ? L'amas de la Vierge est aussi inhabituel car il forme encore de nouvelles étoiles. Et nous pouvons les observer comme sur la célèbre photo de la pouponnière de Hubble. L'une des galaxies de cet amas s'appelle Messier 87. Elle a été découverte en 1781 par un astronome français nommé Charles Messier. Elle lui semblait un peu floue, alors il l'a appelée nébuleuse. Une nébuleuse sans étoiles. Il a fallu attendre les années 1920 pour obtenir plus d'informations sur sa nature exacte. Messier était très respecté et, de son vivant, il a découvert pas moins de 13 comètes. Il est né dans la campagne française, 10e d'une famille de 12 enfants. À l'âge de 14 ans, en 1744, il a eu la chance de voir une énorme comète à 6 queues. Elle était étonnante et était visible à l'œil nu pendant plusieurs mois. Ses effets étaient spectaculaires et inhabituels. Elle était si brillante qu'elle a été répertoriée comme la 6e plus brillante de l'histoire. 4 ans plus tard, le 25 juillet 1748, le jeune Charles a vu une éclipse solaire depuis sa ville natale. Il a alors su qu'il voulait explorer le monde de l'astronomie. C'était tout décidé. Un cratère lunaire et un astéroïde ont été nommés en son honneur. Rien d'aussi éblouissant cependant que Messier 87, alias M87. C'est une galaxie elliptique supergéante avec des billions d'étoiles. C'est la deuxième galaxie la plus brillante de l'amas septentrional de la Vierge, ce qui la rend populaire auprès des astronomes professionnels et amateurs. Les galaxies elliptiques sont constituées d'étoiles plus anciennes et de faible masse, avec une activité de formation d'étoiles minimale. Elles sont entourées d'un grand nombre d'amas globulaires. Elles représentent environ 10 à 15% du superamas de la Vierge. M87 a un trou noir supermassif en son centre. Il a été photographié à l'aide des données recueillies en 2017 par le télescope Event Horizon, EHT. Il a été dévoilé avec enthousiasme au monde entier en 2019. En mars 2021, l'équipe de l'EHT a révélé pour la première fois une image polarisée du trou noir. C'était un événement très excitant. C'était la première fois qu'un trou noir était capturé. Tout cela a été rendu possible grâce au télescope Event Horizon, qui est en fait constitué de nombreux radio-observatoires et radiotélescopes du monde entier, travaillant tous ensemble pour produire un télescope très sensible et à haute résolution. Un autre réseau de télescopes, situé au Chili, s'appelle le Grand Réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA. Ils ont capturé des images haute résolution des 51 galaxies importantes de l'amas de la Vierge. C'est en partie grâce à cela que nous savons ce que nous savons. M87 et d'autres galaxies ne semblent pas faire grand-chose à l'œil nu. En fait, au cours d'une vie humaine, elles bougent à peine. Pourtant, elles sont composées de gaz, de poussière et d'autres objets et se déplacent dans l'espace à grande vitesse. Elles se déplacent lorsqu'elles sont affectées par la gravité d'autres galaxies ou par la matière noire, une entité mystérieuse qui est 5 fois plus répandue que la matière ordinaire. On pense que de nombreuses galaxies, y compris la nôtre, ont un halo de matière noire qui les entoure. La matière noire peut tirer de façon plus importante sur les petites galaxies à l'extérieur des amas. À mesure que la galaxie est entraînée dans l'espace, le destructeur d'étoiles peut tomber sur elle. Des nuages géants de plasma intergalactique, une forme de gaz électrique, peuvent se comporter comme une atmosphère et drainer le gaz à l'intérieur de la galaxie. Ils balayent le gaz de cette galaxie, la privant de ce dont elle a besoin pour fabriquer des étoiles. Il est difficile de saisir l'ampleur de ce genre d'activité. Mais d'après les scientifiques, c'est ce qui est en train de se produire avec certaines galaxies ou nébuleuses sans étoiles, comme les a observées Charles Messier. Maintenant, garons notre vaisseau spatial ici et regardons cette chose en action.
Ce que nous avons appelé destruction d'étoiles est aussi connu sous le nom de décapage de gaz. C'est l'un des événements extérieurs les plus spectaculaires et les plus violents de l'espace. Un scientifique du Conseil national de recherche du Canada a affirmé que les galaxies se déplaçaient si vite dans le plasma chaud de l'amas qu'une quantité de gaz moléculaire froid était arrachée de la galaxie. C'est comme si le gaz était balayé par une gigantesque souffleuse industrielle cosmique. Ce n'est pas le genre de décapage que nous souhaiterions voir se produire dans notre galaxie. Mais là, tu l'observes en pleine action. Tu es impressionné, mais tout aussi respectueux de sa puissance. Le décapage du gaz, également connu sous le nom de décapage par pression dynamique, traverse de nombreuses galaxies et élimine les gaz qui forment les étoiles. Le processus est très efficace. Les gaz se comportent différemment des nuages de notre galaxie. Ils ne forment pas autant d'étoiles que la nôtre. Une étude du XXIe siècle a révélé que le même processus se produit dans des groupes plus petits, de quelques galaxies seulement, avec beaucoup moins de matière noire. L'étude a examiné un nombre stupéfiant de 10 567 galaxies satellites. Ce sont des galaxies qui existent au-delà des énormes amas galactiques. Ils ont pu en étudier un si grand nombre en utilisant la technique de l'empilement. Cela permet d'en savoir plus sur un ensemble d'objets peu lumineux, en combinant toutes les informations de ces objets et en extrayant une caractéristique moyenne. Ils ont finalement déterminé que le décapage du gaz est potentiellement la principale façon dont les galaxies et la formation des étoiles sont entravées par leur environnement. C'est plutôt malheureux d'avoir un voisin aussi méchant. Maintenant que ta curiosité a été satisfaite, il est préférable de quitter ce nuage de plasma et de poursuivre ton voyage vers l'avant-poste 52. Tu vas être en retard et tu pourrais avoir de sérieux problèmes. Pendant que ton vaisseau fait demi-tour, nous allons retourner sur Terre et remonter dans le temps. Retour en 1744. À cette nuit dans la campagne française, où un adolescent se tenait dehors, émerveillé par le ciel nocturne et la vue spectaculaire d'une comète à 6 queues. Et à partir de ce moment, il a trouvé l'inspiration pour entamer la quête de toute une vie, basée sur une seule question. Peut-être la question ultime. Qu'y a-t-il là-haut ? Tu prends une paille géante et tu commences à gonfler Saturne. Elle devient de plus en plus grosse, et plus grosse, et plus grosse encore. Ça suffit. Maintenant, ajoutons-lui des anneaux géants. Voilà, je te présente Super Saturne, également connu sous le nom de Saturne sous stéroïdes. C'est un objet réel que les scientifiques ont découvert en 2012, une planète nommée J1407b. Et les astronomes ne sont toujours pas certains de ce dont il s'agit vraiment. Il pourrait s'agir d'une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne dans notre système solaire. Dans ce cas, elle n'aurait pas de surface solide. Donc si tu voulais mettre le pied sur cette planète, tu tomberais simplement à travers elle jusqu'à son noyau. Mais il pourrait aussi s'agir d'une naine brune, soit quelque chose entre une grosse planète et une étoile à part entière. De tels objets doivent être suffisamment lourds pour déclencher des réactions thermonucléaires comme celles qui se produisent à l'intérieur des étoiles. Mais la puissance de ces réactions est trop faible pour que les naines brunes brillent et émettent de la chaleur. Pour imaginer la taille et le poids de J1407b, regardons notre Terre. Si tu mets notre planète sur une balance, celle-ci indiquera son poids en tonnes d'un 6 suivi de 21 zéros. Notre planète fait environ 12 700 km de diamètre. C'est Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Son diamètre est 11 fois plus grand que celui de la Terre. Elle est aussi 318 fois plus lourde. Si Jupiter était un seau, tu pourrais y mettre 1321 terres. Et voici notre héroïne du jour, Super Saturne. Elle est presque 20 fois plus grande que Jupiter. Pour équilibrer la balance, il faudrait mettre 6360 terres de l'autre côté. Les anneaux de cette planète sont si vastes que s'ils étaient dans le système solaire, ils occuperaient plus de la moitié de l'espace entre le Soleil et la Terre. Et si Super Saturne échangeait sa place avec notre Saturne à nous, tu pourrais voir ces anneaux à l'œil nu. Ils seraient plus grands qu'une pleine lune. On peut supposer que ces anneaux sont apparus de la même façon que ceux qui entourent notre Saturne. Selon une théorie, il serait ce qu'il reste d'une lune aujourd'hui disparue. Son orbite n'était pas stable et au fil du temps, la lune a été mise en pièces par les forces de marée de l'énorme planète autour de laquelle elle tournait. De petits morceaux de cette ancienne lune ont pris place sur l'orbite de la géante. Ils sont entrés en collision les uns avec les autres, exactement comme dans un mixeur. Après un certain temps, il n'est plus resté que des particules de poussière et de glace se déplaçant autour de la colossale planète. Une autre théorie suggère que les anneaux sont apparus après que la Lune soit entrée en collision avec un astéroïde ou avec une autre Lune. Le mixeur gravitationnel a alors fait son travail et a transformé tous ces débris de Lune en anneaux.
Certains scientifiques pensent que les anneaux se sont formés à peu près en même temps que la planète elle-même. Ils ne seraient donc que les restes d'une nébuleuse planétaire, à savoir un nuage de gaz, de débris spatiaux et de poussière. Plus tard, tout ça est devenu compact et s'est solidifié pour former une planète. Nous ne pouvons que spéculer sur l'origine des anneaux de Super Saturne, mais les scientifiques affirment que leur masse représente 80% de celle de la Terre. Cela signifie peut-être que la Lune qui orbitait autour de J1407b avait à peu près la même taille que notre planète. Il y a un petit trou au milieu de ces anneaux. Les scientifiques pensent que la Lune de Super Saturne pourrait s'y trouver. Si c'est le cas, elle devrait avoir à peu près la taille de Mars. Si les scientifiques ont raison et que Super Saturne est en fait une naine brune, alors c'est une découverte incroyable. Les scientifiques pourront la regarder vieillir. On suppose que les naines brunes perdent leur énergie et rétrécissent, se ternissant peu à peu. Et quand une naine brune a épuisé toute son énergie, elle se transforme en une naine noire. Il est alors facile de la confondre avec un trou noir. Nous n'avons encore découvert de naines noires nulle part dans l'univers parce qu'il leur faudrait des milliards et des milliards d'années pour se former. Notre univers est trop jeune et aucune étoile, même parmi celles qui sont apparues dès la naissance de l'univers, n'a eu le temps de devenir une naine noire. L'un des objets les plus anciens de l'univers est cette naine blanche au nom assez long, WD 0346 plus 246. Elle a environ 11 à 12 milliards d'années et est à moitié plus froide que notre Soleil. Et elle ne cesse de se refroidir. Il lui faudrait en années environ 10 suivi de 15 zéros pour se transformer en naine noire. À titre de comparaison, l'univers est âgé, en années encore, de 1,4 suivi de 10 zéros années. Les scientifiques pensent qu'une naine noire existera pendant environ 10 suivi de 25 zéros années, se nourrissant de matière noire. Après ça, ces protons, les plus petites particules de matière, commenceront à se désintégrer. Et ensuite, la naine noire s'évaporera tout simplement. Cela prendra encore 10 suivi de 49 zéros années. Mais si les protons restent intacts, un scénario bien plus intéressant attendra la naine noire. Dans 10 suivi de 1500 zéros années, la naine noire deviendra une étoile de fer. Il s'agit en gros d'un énorme boulet de canon dans l'espace. Cette sphère de fer existera des milliards de fois plus longtemps que notre univers tout entier n'a encore existé, jusqu'à ce qu'elle se transforme soudainement en trou noir. Le processus de formation d'une naine noire est donc extrêmement long. Il faudrait un temps fou à une étoile ordinaire pour vieillir ainsi. Mais Super Saturne, si c'est une naine brune, pourrait être beaucoup plus proche de cet état. Saturne sous stéroïdes n'est pas la seule planète étrange de notre univers. Voici Gliese 436b. Elle a été détectée à l'aide de la méthode du transit. Un transit se produit lorsqu'une planète se déplace entre son étoile hôte et un observateur. C'est un peu comme une éclipse lunaire. Cette planète fait 4 fois la taille de la Terre et est 22 fois plus lourde. C'est presque autant que Neptune. Elle abrite un monde aquatique hors du commun. L'eau y est solide, mais ce n'est pas de la glace. Elle a une température d'environ 270 degrés Celsius. L'eau de ta casserole se transforme en vapeur à 100 degrés Celsius, mais sur Gliese 436b, le liquide reste solide à cause de la pression extrême qui règne sur la planète. Les scientifiques ont aussi découvert que son atmosphère s'évaporait dans l'espace. C'est pourquoi il y a un nuage circulaire géant autour d'elle. Il se déplace constamment sur son orbite, ce qui donne à la planète une longue queue qui ressemble à celle d'une comète. Cancri E détient des richesses incroyables qui valent plus que tout l'argent de la Terre. Il y a des diamants éparpillés partout sur la planète. Cancri E est environ 2 fois plus large et 8 fois plus lourde que la Terre. Cette planète ne tourne pas. Un seul de ses côtés fait toujours face à son étoile hôte. Sa température de surface est presque 2 fois plus élevée que la température d'un feu brûlant. Et comme son étoile hôte est riche en carbone, la planète contient de grandes quantités de cet élément. La pression et les températures intenses aident à transformer le carbone en graphite et en diamant. Malheureusement, cette planète se trouve à 40 années-lumière de chez nous. Il faudrait donc environ 730 000 ans pour s'y rendre avec une fusée ordinaire. Une autre planète riche en pierres précieuses est At-P-7b. Elle se trouve à environ 1000 années-lumière de la Terre. Elle est 60% plus grande et presque 2 fois plus lourde que Jupiter. Cette planète est si proche de son étoile hôte qu'elle en fait le tour en seulement 2 jours terrestres. En raison de cette proximité avec l'étoile, At-P-7b est presque aussi chaude qu'une naine blanche. Si tu regardes la face nocturne de cette planète, tu verras des nuages étranges. Les scientifiques pensent que ces nuages sont peut-être riches en corindon.
C'est la substance qui forme les rubis et les saphirs. Il est donc probable qu'il y pleuve des pierres précieuses aussi chères que magnifiques. WASP 12b est l'une des planètes les plus sombres jamais découvertes. Un seul de ses côtés fait face à son étoile hôte. La surface de la planète est si sombre qu'elle dévore environ 94% de toute la lumière visible. Elle ressemble donc beaucoup à un trou noir. L'étoile hôte réchauffe tellement cette planète que la matière qui s'y trouve s'évapore continuellement. Puis la forte gravité de l'étoile attire ce nuage vers elle, formant un disque. Mais TRES-2b est la championne. C'est la planète la plus sombre que l'on connaisse. Elle absorbe 99% de la lumière provenant de son étoile. Ce qui signifie qu'elle absorbe plus de lumière qu'un morceau de charbon. 1% de la lumière restante est rouge car elle est réfléchie par cette géante gazeuse. De loin, cette planète a l'air vraiment maléfique. L'une des plus anciennes planètes de l'univers est PSR B1620-26b. Elle a environ 12,7 milliards d'années. Cela signifie qu'elle s'est formée environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Cette planète est si vieille que ces deux étoiles hôtes ont eu le temps d'évoluer. L'une est une naine blanche, l'autre est un pulsar qui fait presque 100 révolutions par seconde. Les levées de soleil sur cette planète doivent être époustouflants. En ce moment, ce système stellaire se dirige vers un dense amas d'étoiles. Il est probable que cela finisse par une collision stellaire. Le sort de cette planète est donc inconnu. Kepler 438b est l'une des planètes les plus similaires à la Terre. Elle n'est que 12% plus grande et se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte, ni trop proche, ni trop éloignée. À cette distance, l'eau ne s'évapore pas à cause de la chaleur et ne se transforme pas en glace à cause du froid. Cette planète pourrait abriter de la vie à sa surface. À l'avenir, elle pourrait aussi devenir une nouvelle demeure pour l'humanité. Mais il nous faudrait encore 470 ans pour nous rendre sur cette planète, même si nous voyagions à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible en raison des lois de la physique. La Voie lactée est l'un des plus grands mystères de l'univers. Il est difficile de savoir quelle est la taille de notre galaxie, et l'une des principales raisons est que nous vivons dedans. Imagine que tu te promènes dans un centre commercial. Tu peux dire qu'il est grand, mais tu ne peux pas en être certain tant que tu ne l'as pas réellement vu d'un point de vue extérieur. La Voie lactée est composée de milliards d'étoiles lointaines qui, de loin, ressemblent à un chapelet de lumière. Il te suffit donc de mesurer la distance entre ces étoiles, et voilà, tu as la réponse. Pas vraiment. Nous avons peut-être oublié de mentionner les nuages de poussière opaque qui nous bloquent la vue. Certains scientifiques ont été assez têtus pour exécuter des modèles informatiques sur la façon dont les galaxies se forment et évoluent. Il y a un halo autour de notre galaxie. Les scientifiques ont donc voulu voir s'il y avait une sorte de cul-de-sac dans la Voie lactée. Ils ont découvert que la Voie lactée s'étendait sur 100 000 années-lumière à partir de son centre. Cela signifie probablement que la galaxie entière fait environ 200 000 années-lumière de diamètre. Le problème avec cette estimation est que les halos n'ont pas tendance à avoir une frontière définitive, puisqu'ils s'effacent progressivement. C'est comme pointer une lampe de poche et essayer de voir précisément où la lumière se termine. En 2013, le télescope spatial Hubble a capturé une image de quelque chose situé à 25 millions d'années-lumière. Cela s'est avéré être une galaxie en spirale, appelée plus tard ESO 373-8, avec au moins 7 autres voisins galactiques. Et cette galaxie est aussi fine qu'une crêpe très brillante. Le télescope a également pris une photo d'un autre amas de galaxies situé à 65 millions d'années-lumière, baptisé IC 335. C'est une autre crêpe scintillante qui flotte dans l'immensité de l'espace. Les images prises par le télescope ne sont pas des plus précises. Il est difficile de dire ce que l'on voit exactement. Ces galaxies en forme de disque ont beaucoup de nuages de poussière qui peuvent s'étendre sur des centaines d'années-lumière. Elles sont principalement situées près des centres des galaxies et sont invisibles à la lumière ordinaire. Mais on peut les détecter à l'aide d'un filtre bleu. Quoi qu'il en soit, cette galaxie, IC 335, est un disque ovale avec d'énormes nuages de gaz et de poussière. Cela signifie que des étoiles y apparaissent constamment. Mais toutes les galaxies ne créent pas d'étoiles. Une galaxie naît sous la forme d'une boule géante de gaz en rotation lente qui s'effondre progressivement sur elle-même. Lorsqu'elle commence à tourner de plus en plus vite, la forme de crêpe apparaît. C'est comme faire tourner la pâte à pizza en l'air après l'avoir roulée en boule. La garniture est constituée d'étoiles et la sauce de nuages de poussière et de gaz. Toi aussi, tu commences à avoir un peu faim ? Certaines galaxies peuvent perdre leur gaz et leur poussière si elles font partie d'un amas. Toutes ces mini-galaxies gravitent alors autour de leur centre de masse commun, le gaz les séparant.
lorsqu'une galaxie discale les traverse, comme un train à grande vitesse, la pression peut emporter cette poussière et ce gaz. De loin, on dirait qu'il s'agit d'un DVD que tu es sur le point de lire. Mais si tu voyageais à des millions d'années-lumière pour regarder de plus près, tu verrais un disque diffus rempli d'étoiles. Tu ne serais même pas capable de dire que tu es à l'intérieur. Tu verrais aussi une tache lumineuse de poussière laissée par les géantes rouges au milieu de la galaxie. Les géantes rouges sont des étoiles massives et très brillantes dont la température de surface est basse. Mais les images de ces galaxies ne nous montrent pas vraiment leur vraie couleur. Les systèmes d'imagerie maquillent certaines de ces teintes pour que tu n'aies pas à regarder quelque chose de flou ou de granuleux. Les gens ne connaissent pas vraiment les vraies couleurs des galaxies lointaines. Notre galaxie contient beaucoup de gaz, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle se dessèche de sitôt. En fait, la Voie lactée produit toujours de nouvelles étoiles, environ 7 par an. Mais certaines galaxies s'éteignent lorsqu'elles ne peuvent plus créer d'étoiles. On appelle cela la strangulation, et cela se produit lorsque les galaxies manquent de gaz, ce qui signifie qu'il n'y a plus de nouveaux matériaux pouvant être utilisés pour créer des étoiles. Le gaz et la poussière ne sont pas les seules choses que tu puisses trouver dans une galaxie. Tout comme un magicien qui sort d'un chapeau un lapin ou des fleurs, les galaxies nous réservent d'autres surprises. Tout comme les planètes, ces boules de matière qui tournent sur elles-mêmes et autour d'autres objets. Techniquement, les planètes sont loin d'être de forme parfaitement ronde, mais elles ne sont pas non plus plates comme les galaxies en spirale. C'est surtout à cause de la gravité. Elle est si forte qu'une planète attire tout vers son centre, prenant la forme d'une sphère. Au cours de ce processus, tous les bords et tout ce qui pourrait dépasser sont aplanis. Mais plus un corps spatial est petit, moins il est rond. Prends une comète, elle n'a pas toujours une surface lisse. Elle est petite et par conséquent, ses bords sont rugueux et pointus. Étant donné la taille de la Terre, on peut dire que la gravité y est forte par rapport à celle de la Lune ou de tout autre objet spatial de plus petite taille. Et à cause de la rotation constante de notre planète, il y a un renflement vers l'extérieur de la Terre. Ce tiraillement entre la gravité qui tire vers l'intérieur et la rotation de la planète ne permet pas à la Terre d'être une boule parfaite. En plus de ne pas être une sphère parfaite, la planète Terre est également inclinée. Ce défaut de conception est responsable des saisons que nous connaissons. Cette inclinaison a pu apparaître parce que des millions d'années après sa formation, la Terre est probablement entrée en collision avec une protoplanète. Un grand corps spatial en phase de devenir lui-même une planète. Vénus est unique, car elle tourne à l'envers par rapport au reste de ses semblables. Si tu te tenais sur Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire, tu verrais le Soleil se lever à l'ouest et se coucher à l'est. Mais il faudrait que tu arrives à l'heure pour observer ce phénomène. Une journée sur Vénus dure plus de 240 jours terrestres. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que la forte attraction du Soleil sur Vénus était responsable de la longueur de ses journées. Mais une nouvelle théorie affirme que Vénus avait l'habitude de tourner comme la Terre et le reste des planètes, sauf qu'à un moment donné, elle a simplement inversé son axe à 180 degrés. Cela ne veut pas dire que la planète s'est brusquement arrêtée à mi-chemin de sa rotation et a commencé à tourner à rebours. Une théorie suggère qu'une grande comète ou un autre objet a frappé la planète dans le passé. Cela aurait pu l'amener à changer le sens de sa rotation, mais de nombreux scientifiques doutent de cette théorie. Si tu observes la Lune pendant un certain temps, tu remarqueras peut-être que tu vois la même face toutes les nuits. Il s'avère que la Lune tourne bel et bien, mais très lentement. Le satellite naturel de notre planète met 27 jours terrestres pour tourner autour de son axe. De plus, la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. Le côté que nous voyons toujours s'appelle la face visible de la Lune. Et le côté qui ne nous fait pas face est, tu l'as deviné, la face cachée de la Lune. L'axe de rotation d'Uranus est incliné de 98 degrés par rapport au plan du système solaire, ce qui signifie en gros que la planète tourne sur le côté. Pendant un moment, les scientifiques ont cru qu'un gros objet filant dans l'espace avait heurté Uranus, provoquant son inclinaison. Mais il y a un hic. Les lunes d'Uranus sont recouvertes de glace. Une collision aussi puissante qu'elle a fait basculer la planète aurait eu pour conséquence de perturber le mouvement des lunes et leur position. Or, ces dernières semblent relativement épargnées, et toute la glace qui les recouvre est encore intacte. Tout changement majeur survenu avec Uranus aurait généré suffisamment d'énergie pour faire fondre la glace. Une autre raison de la position étrange d'Uranus pourrait être ses anneaux. Oui, Uranus a des anneaux tout comme Saturne, sauf qu'ils sont plus légers et moins lumineux. Les anneaux de Saturne sont principalement des milliards de morceaux de glace et de roches flottant en orbite. Certaines particules peuvent être de la taille d'un caillou, tandis que d'autres peuvent atteindre la taille d'une maison.
D'autres particules sont des restes de comètes, d'astéroïdes et de lunes déchiquetés par la gravité de Saturne. Si tu observes les anneaux de loin, ils ressemblent à des bandes colorées composées de milliers de stries différentes, mais il n'y a en fait que 8 couches d'anneaux. Uranus aurait pu avoir des anneaux tout aussi beaux que ceux de Saturne il y a environ 4,5 milliards d'années. L'équilibre entre la gravité de Saturne et ses anneaux pourrait être responsable du maintien de la planète en position verticale afin qu'elle ne bascule pas. Si Uranus avait les mêmes anneaux, il pourrait empêcher la planète de basculer. Pour résoudre le problème de basculement d'Uranus, il faudrait peut-être que la planète retrouve ses anneaux. Ils aideraient ainsi Uranus à garder son équilibre. Tu regardes le ciel nocturne. Waouh! Pendant une grande partie de notre histoire, nous avons cherché la vie parmi ces étoiles et les planètes qui tournent autour. Mais l'espace a aussi des yeux, et il y a peut-être quelqu'un là-haut qui nous regarde. Les scientifiques affirment qu'au moins 29 planètes lointaines pourraient nous observer en ce moment même. Alors recoiffe-toi et affiche ton plus beau sourire. Jusqu'à présent, nous avons identifié dans la Voie lactée au moins 1715 systèmes d'étoiles voisines qui pourraient détecter notre planète avec des télescopes conventionnels. Ces étoiles sont situées dans notre galaxie, donc si elles pointaient leur télescope vers notre Soleil, tôt ou tard, elles verraient un petit point qui passe entre notre étoile natale et l'observateur. C'est ce qu'on appelle un transit. C'est une méthode de détection des planètes en astronomie. Tu peux d'ailleurs observer les phénomènes de transit directement chez toi avec un télescope. Tu dois le pointer vers le Soleil et attendre. Ensuite, tu verras Mercure. C'est la planète la plus proche du Soleil, et maintenant, tu la vois comme un petit point. Le processus de transit de Mercure peut durer environ 5 heures. Et ce phénomène se produit environ 14 fois par siècle. Tu pourras observer le prochain transit le 13 novembre 2032. Marque-le bien dans ton agenda. De même, tu peux observer Vénus, la deuxième planète la plus proche du Soleil. Mais comme elle est plus éloignée, ces transits sont moins fréquents. Les derniers ont eu lieu en 2004 et 2012. Les deux prochains sont attendus en 2117 et 2125. Nous ne serons probablement plus là. Ces systèmes stellaires ont donc la possibilité d'observer notre planète. Mais les télescopes à longue portée fonctionnent un peu différemment. En fait, l'observateur ne verra pas un point noir avec le Soleil en arrière-plan. Le télescope mesurera la luminosité de notre étoile. Lorsque la Terre commencera son transit entre le Soleil et l'observateur, le télescope enregistrera une légère baisse de la luminosité de l'étoile, car notre planète bloquera la trajectoire des rayons du Soleil. Les scientifiques de ces civilisations extraterrestres lointaines pourront calculer cette baisse de luminosité et déterminer la taille de notre planète. Mais les plus de 1700 systèmes stellaires ne sont pas tous susceptibles d'abriter une vie extraterrestre. Les scientifiques ont réduit ce nombre à 29 planètes situées près de certaines de ces étoiles. Elles sont potentiellement habitables. Cela signifie que ces planètes ont à peu près la taille de la Terre et se trouvent dans la zone habitable de leur étoile hôte. Cela signifie qu'elles ne sont pas trop proches de l'étoile, donc il n'y fait pas trop chaud pour une vie potentielle. L'eau ne s'y évapore pas comme dans une marmite bouillante. Elles ne sont pas non plus trop éloignées, donc il ne fait pas trop froid, et l'eau ne gèle pas en d'épaisses couches de glace. Et comme l'eau est la source de la vie, nous pouvons supposer que la civilisation pourrait y exister. En théorie, ces planètes ont pu observer des transits de la Terre au cours des 5000 dernières années. Donc pendant que nous construisions les pyramides de Gizeh ou Stonehenge, une civilisation extraterrestre nous observait peut-être. L'une de ces planètes se trouve à seulement 11 années-lumière de nous. Près de l'étoile Ross 128, une naine rouge dans la constellation de la Vierge, se trouve une exoplanète qui fait environ 2 fois la taille de la Terre et qui se trouve en plein dans la zone habitable de son étoile hôte. En théorie, les habitants de cette planète pourraient voir la Terre transiter régulièrement devant le Soleil pendant 2000 ans. Mais il y a environ 900 ans, la planète a perdu sa position et ne peut plus continuer à observer. L'autre planète depuis laquelle on peut voir la Terre transiter se trouve à 12,5 années-lumière, près de l'étoile appelée Teegarden. La fenêtre pour observer notre planète s'ouvrira là-bas dans environ 29 ans. Nous misons beaucoup sur le système stellaire TRAPPIST-1. Il abrite au moins 7 exoplanètes, presque comme notre propre système solaire. Et 4 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de l'étoile.
mais elles ne pourront commencer à observer la Terre que dans 16 siècles. Mais nous pouvons d'ores et déjà essayer d'entrer en contact avec ces planètes. Elles sont toutes assez proches de nous pour capter nos signaux radio. Les ondes radio peuvent voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière, et notre planète émet des signaux radio de façon continue depuis 1895. Nous sommes donc un peu comme des voisins bruyants dans le spectre radio. S'il y a quelque part une planète avec une civilisation intelligente à moins de 125 années-lumière de nous, notre bruit radio les aurait déjà atteints. Le seul problème est qu'il faudrait à peu près le même temps pour obtenir une réponse de cette civilisation. L'autre problème de la radio est que toute civilisation l'utilise pendant une période relativement courte. Même aujourd'hui, sur Terre, nous utilisons davantage le Bluetooth et la fibre optique que la radio, sauf peut-être pour les bulletins de circulation. Et avec le temps, tout le bruit radio que nous créons disparaîtra tout simplement. De plus, la communication radio suppose qu'une civilisation extraterrestre soit suffisamment avancée pour utiliser cette technologie. Mais qui sait, il y a peut-être des formes de vie dans l'espace qui sont vraiment différentes des nôtres. Nos signaux radio auraient déjà pu atteindre cette planète, mais ses habitants ne sont tout simplement pas capables de les recevoir. Et dès que ces formes de vie construiront des antennes pour recevoir le signal, nous ne les émettrons plus. Mais nous ne perdons pas espoir, et nous envoyons même des signaux radio cryptés dans l'espace pour communiquer avec des civilisations extraterrestres. En 1974, nous avons envoyé le message d'Arecibo dans l'espace interstellaire. Si une civilisation parvient à le déchiffrer, elle obtiendra un rectangle comme celui-ci. Il contient toutes les informations sur l'humanité. En haut, il y a notre système de numérotation, puis les numéros atomiques, et puis notre ADN, qui est illustré ci-dessous. Puis l'être humain lui-même, bien sûr. En dessous se trouve un diagramme de notre système solaire. La Terre, la troisième planète, en partant du Soleil, est légèrement surélevée. C'est ainsi que la civilisation extraterrestre comprendra de quelle planète provient ce message. Ci-dessous se trouve un diagramme du radiotélescope d'Arecibo lui-même. Une autre option pour transmettre un message à une planète lointaine est d'y envoyer littéralement un courrier. Il pourrait s'agir d'une sonde spatiale, et nous l'avons déjà fait. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Elles ont été lancées en 1977 et sont toujours opérationnelles. En 2012, Voyager 1 est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme dans l'espace interstellaire. Il voyage vers des étoiles lointaines et transporte un message écrit sur un disque d'or. Le disque contient des salutations dans 55 langues de la Terre, beaucoup de musique provenant de différentes parties de notre planète, des sons différents comme le bruit de l'océan, des voix humaines et des sons d'animaux. De plus, il y a 116 images sur le disque, comprenant des photos de personnes et de paysages terrestres. Sur ces images, il y a des informations sur le Soleil et notre ADN. Le boîtier du disque contient des instructions et une aiguille pour lire le disque. Il y a aussi une carte des pulsars de notre galaxie pour que les astronomes d'une civilisation extraterrestre puissent trouver notre système solaire. Le principal inconvénient d'envoyer un message de cette façon est le temps. Voyager 1 atteindra son premier arrêt, l'étoile Gliese 445, dans 40 000 ans. Voyager 2 atteindra l'étoile Ross 248 dans 42 000 ans. Et dans environ 296 000 ans, il dépassera Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. De plus, une civilisation extraterrestre peut nous détecter avec des calculs et des formules. Il suffit d'observer un peu le Soleil. Dans les systèmes stellaires avec des planètes, l'étoile haute ne reste pas immobile, elle tourne autour d'une petite orbite. C'est parce que l'étoile lourde attire la planète. Mais la planète a aussi sa propre gravité et résiste. Cela déplace un peu l'étoile et la fait tourner sur son orbite. Une civilisation extraterrestre peut calculer ce déplacement du Soleil et déterminer la masse des planètes proches de l'étoile. En utilisant une telle méthode, les astronomes ont pu trouver 548 exoplanètes. Supposons que nous ayons établi un contact avec une civilisation extraterrestre près de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri. Il y a bien une exoplanète là-bas, mais les radiations de l'étoile haute détruiraient toute forme de vie. Mais imaginons que nous recevions quand même un signal de retour.
Ce serait la conversation la plus lente de l'histoire, car notre message mettrait 4,2 années pour atteindre la planète, et nous devrions attendre encore 4,2 années pour recevoir une réponse. Bref, nous avons résolu de nous rencontrer. Cette civilisation ne sait pas comment voler dans l'espace. Nous devons donc faire le premier pas. Bien que Proxima Centauri soit l'étoile la plus proche du système solaire, il faut environ 73 000 ans pour y aller avec une fusée conventionnelle. Nous devons donc apprendre à voyager à la vitesse de la lumière. Mais même dans ce cas, il faudrait encore 4,2 années pour y aller. Imaginons que nous trouvions une vie extraterrestre de l'autre côté de la Voie lactée. Notre galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre. Le voyage d'un bord à l'autre prendrait donc 100 millénaires. Nous devons donc soit tricher avec les lois de la physique, soit transférer toute la civilisation humaine dans un vaisseau spatial géant qui voyagera d'étoile en étoile pendant des milliers d'années. Et lorsqu'il décollera de la Terre, seuls les lointains descendants du premier équipage pourront voir un autre système stellaire depuis le hublot du vaisseau spatial.